Alors, on va voir aujourd'hui quelques propriétés plus d'ordre arithmétique des termes de la suite de Fibonacci. Alors, je rappelle que la suite de Fibonacci, elle est définie comme ça. Donc, premier terme 0, 1, 1, 2, etc. Et la relation, alors j'appelle ici F0, F1, F2, F3. Et la relation est la suivante. Pour tout n, Fn plus 2, c'est Fn plus 1 plus Fn. Alors, dans la vidéo précédente, je commençais par 1. C'est-à-dire j'avais appelé U0 égale 1. Et là, c'est le premier terme, c'est 0. Et on avait démontré que la matrice colonne, donc c'était un plus 1. Donc ici, ça sera Fn plus 1. C'est t puissance n fois la matrice colonne. Alors, c'était 1, 1 en commençant par 1 et 1, et là c'est 0, 1. Bon. Et la matrice T, c'était la matrice 0, 1, 1, 1. On avait donc calculé T puissance n, et ça nous avait permis de calculer UN. Nous ici c'est Fn, il y a un décalage entre Fn et UN puisqu'on a rajouté 0 comme premier terme. Et si on fait ce calcul, on avait démontré que UN c'était racine de 5 sur 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 la puissance n plus 1 moins 1 moins racine de 5 sur 2 la puissance n plus 1. Et là, comme il y a un décalage, ce sera non pas la puissance n plus 1, mais ce sera la puissance n. C'est-à-dire ici, avec Fn, on a Fn qui est égal à racine de 5 sur 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n moins 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n. Bon, ça c'est une petite distinction par rapport à la vidéo précédente. Voilà. Ce qu'on va démontrer déjà, c'est que la matrice t puissance n, c'est la même chose que cette matrice-là. C'est la même chose que la matrice Fn-1, Fn, Fn, Fn plus 1. Donc c'est le premier résultat. T puissance n ici, c'est ça. Alors comment on démontre ça? Sachant que la matrice T, c'est la matrice 0, 1, 1, 1. Eh bien, on va faire ça par récurrence à partir du rang 1. Donc déjà, on va regarder T1, T1, T puissance 1. Là, ce sont des puissances. Hein. T puissance 1, donc c'est T. Et est-ce que c'est bien, donc, je remplace n par 1. Est-ce que c'est bien égal à F0, F1, F1 et ici F2? Bah oui, puisque 0, 0, 1, 1, 1. Donc, déjà, ça, c'est vrai au rang 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Maintenant, pour l'hérédité, il faut démontrer que t puissance n plus 1, eh bien, c'est la matrice Fn, Fn plus 1, Fn plus 1, Fn plus 2. Sachant que t puissance n, c'est ça. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et on doit démontrer que c'est vrai au rang suivant. Donc on y va. Donc on va simplement écrire que t puissance n plus 1, c'est t puissance n fois t. Or, par hypothèse de récurrence, t puissance n, c'est ça. Donc on fait Fn-1, Fn, Fn, Fn plus 1. Je multiplie donc par la matrice T. 0, 1, 1, 1. Je fais le calcul. Donc ici, on fait ça fois ça. Ça fois ça, ça fait Fn. Ensuite, pour obtenir ce terme-là, on fait ça fois ça, ça fait Fn plus 1. Ensuite, ici, ça fois ça, ça fait Fn plus Fn moins 1. Et on sait, d'après la relation, ça fait bien Fn plus 1 ici. Et pour ce terme-là ici, on fait ça fois ça. Donc on fait Fn plus Fn plus 1. Ça fait Fn plus 2. Alors c'est bien ce qu'on voulait démontrer. On voulait démontrer que justement que t puissance n plus 1, c'était cette matrice-là. Donc on a démontré par récurrence que t puissance n, c'est en fait cette matrice-là. Alors maintenant, on va démontrer cette implication.
soit deux entiers n et m. Si n divise m, alors fn divise fm. Bon, ça, c'est une propriété sur les termes de la suite de Fibonacci. Alors, dire que n divise m, ça veut dire que m, c'est de la forme kn. Et donc, ce que je vais faire t puissance ici, t puissance m. Mais t puissance m, c'est donc t puissance kn. Donc, on utilise des propriétés sur les puissances. Ça fait t puissance n à la puissance k. Or, t puissance n, c'est cette matrice-là. Et ce que je vais faire, je vais regarder ce que vaut cette matrice congrue modulo fn. Modulo fn, eh bien, comment on fait une matrice modulo quelque chose? Eh bien, modulo fn, donc ici, ça va donner fn-1, 0, 0, fn plus 1. Ça, c'est modulo fn. On va l'écrire comme ça, modulo fn. Donc, modulo fn, cette matrice est congrue à celle-ci. Donc, à la puissance k, cette matrice, ça sera congrue à cette matrice-là. À la puissance k. Ça, c'est donc modulo fn. Alors, ce qu'on va démontrer, c'est qu'ici, vous avez une matrice diagonale avec des zéros sur cette diagonale. Et bien, n'importe quelle puissance a également des zéros sur la diagonale. Donc, si j'ai une matrice ici, je mets A, 0, 0, B. Ça, c'est la matrice, on va dire, grand A. Il faut démontrer que n'importe quelle puissance, A puissance K, c'est également une matrice diagonale comme ça. Donc, c'est de la forme, ici, quelque chose, 0, 0. Je pourrais mettre ici A1, B1. Ici, je pourrais mettre AK, ici, BK. Alors, comment on démontre ça? On le démontre par récurrence. Si je prends K égale 1, eh bien, par hypothèse, c'est le cas. La matrice A, au départ, est effectivement diagonale, et avec des zéros sur cette diagonale. Et après, il faut démontrer que la matrice A puissance K plus 1, elle est diagonale, sachant que A puissance K l'est. Ça, c'est l'hérédité. Donc, il faut démontrer ça. Donc, il suffit de faire A puissance K, c'est-à-dire cette matrice-là, multipliée par, donc ça, c'est A puissance K fois A. Et si vous faites le produit, on obtient aisément ça fois ça, ça fait donc ici A1 fois quelque chose. Donc c'est un nombre, on va dire, donc ça va donner, je l'écris, A1 fois AK. Ensuite, A1 AK. Ici, on fait ça fois ça, on obtient 0. Ici, on fait ça fois ça, on obtient 0. Ici, on fait ça fois ça, on obtient B1, BK. Donc, oui, cette matrice, elle est diagonale. Donc, on a démontré par récurrence qu'une puissance d'une matrice diagonale est diagonale. Maintenant, on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on avait dit ça tout à l'heure. Et comme on passe à la puissance k, eh bien, c'est encore une matrice ici diagonale, modulo, puisque ce sont les propriétés de la multiplication. Ce que j'ai fait tout à l'heure avec des produits, c'était on pouvait le faire avec des produits sur des congruences. Donc ici, c'est une matrice diagonale comme ça. Or, la matrice t puissance m, je rappelle, c'est la matrice qui est formée ici. Donc il y a deux, il y a fm-1 et fm plus 1. Ici, il y a fm et il y a ici fm. Donc vous avez que, on regarde, vous avez ça qui était congru à ça modulo ça. Donc ça veut dire que fm est donc congru à 0, il suffit de regarder cela et ça, modulo fn. Et ça veut bien dire que fn divise fm. Donc si n divise m, alors fn divise fm. Alors là, c'est une propriété donc sur les termes de la suite de Fibonacci qui utilise donc les matrices. C'était l'intérêt, c'est de voir comment on pouvait utiliser des matrices. Et en plus, on utilise des matrices modulo, ici Fn. Alors, on va voir d'autres propriétés un peu plus compliquées.
Alors déjà, la première chose, c'est que deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que si je fais la relation ici un plus 1, fn plus 2 égale fn plus 1 plus fn. Donc on a déjà vu ce genre de choses. Le PGCD de ça et de ça, le PGCD, alors je vais mettre avec des crochets comme ça pour simplifier, le PGCD de fn plus 2, fn plus 1, c'est le même que le PGCD de fn plus 1, fn. Puis ainsi de suite. Le PGCD de fn plus 1, fn, c'est le PGCD de fn, fn moins 1. Et donc en descendant comme ça, ça va être à la dernière étape égal au PGCD de f1, f0. Ça veut dire 1, 0. Le PGCD de 1 et 0, c'est 1. Donc ça veut dire que si on prend deux termes consécutifs quelconques de la suite du Fibonacci, ils sont bien premiers entre eux. Leur PGCD, c'est 1. Donc ça, c'est une propriété qui se déduit directement de la définition de la suite de Fibonacci. Alors maintenant, on va admettre cette propriété sur les termes de la suite de Fibonacci pour tout n et pour tout m. Alors ici, n, c'est un entier naturel, et ici, m, c'est un entier naturel non nul. Bon, alors pour démontrer ça, il faudrait faire une récurrence sur n. Donc m est fixé, et on fait une récurrence sur n. Donc il faudrait démontrer que c'est vrai au rang 0, donc on remplace n par 0. Alors ça, c'est assez facile. Puis après, il faudrait faire l'hérédité. Donc on suppose que c'est vrai au rang n, il faut démontrer que c'est vrai au rang n plus 1. Sauf que là, ce n'est pas ce type de récurrence qu'on utilise. Il faut supposer que c'est vrai au rang n et au rang n-1, et on démontre que c'est vrai au rang n plus 1. Donc ce n'est pas vraiment dans le cadre de la terminale, mais on pourrait donc faire une récurrence avec cette récurrence qui est plus forte que la récurrence vue en terminale. Bon, donc ça se fait. Hein. Et on peut en déduire de ça, c'est que le PGCD de Fn Fm, c'est égal au PGCD de Fn Fn plus m. Donc il y a l'égalité des deux PGCD. Alors, pour démontrer l'égalité des deux PGCD, il faut démontrer que tout diviseur commun de ces deux entiers est un diviseur commun de ces deux-là, et réciproquement, tout diviseur commun de ces deux-là est un diviseur commun de ces deux-là. Donc prenons un diviseur commun de Fn et Fm, que j'appelle x. Bah, si x divise Fn et Fm, ça divise cette combinaison, donc ça divise Fn. Et cette combinaison, ça veut dire Fn plus m. Donc tout diviseur commun de ces deux entiers est diviseur commun de ces deux entiers. Maintenant, réciproquement, si x divise Fn et divise Fn plus m. Donc si ça divise Fn et Fn plus n, ça va diviser ça moins ça. Donc on en déduira que x divise Fn et x divise, donc ça divise, j'ai dit ça moins ça, donc ça divise Fm fois Fn plus 1. Or, Fn et Fn plus 1 sont premiers entre eux. Donc on va en déduire que x divise Fn et x divise Fm. Bon, alors évidemment, là c'est un peu rapide. Hein. Cette implication-là, il va falloir la justifier. Et ça sera terminé. Donc on aura démontré que tout diviseur commun de ces deux entiers est un diviseur commun de ces deux entiers. Alors comment, de ces deux choses-là, j'obtiens celle-ci, que x divise Fm. Alors on va le faire, c'est simple, c'est simple. Donc j'enlève. Pour le démontrer, je vais démontrer que x et Fn plus 1 sont premiers entre eux. Et donc si x divise ce produit, c'est que x divise Fm. Alors comment on démontre que x et Fn plus 1 sont premiers entre eux? Eh bien, je prends un diviseur d donc de x et de Fn plus 1. Donc en fait, je vais prendre le PGCD. D, c'est le PGCD de x et Fn plus 1.
Et donc, il faut démontrer que ce PGCD, c'est 1, si je veux démontrer que x et fn plus 1 sont promis entre eux. Or, D donc divise x et divise fn plus 1. Si ça divise x et fn plus 1, ça divise également fn. Donc D divise fn, et donc D divise fn plus 1. Je vais le dire, écrire, puisque x divise fn. Donc si D divise x, x divise fn, D divise fn. Donc D divise fn, et D divise fn plus 1. Donc c'est un diviseur commun de fn et fn plus 1. Or, fn et fn plus 1 sont promis entre eux. Donc D égale 1. Et dire que D égale 1, ça veut bien dire que x et fn plus 1 sont promis entre eux. Donc ça peut généraliser d'ailleurs. Hein. Bon, donc si x est premier avec fn plus 1, comme il divise ce produit, d'après le théorème de Gauss, on déduit que x divise fm. Et donc on a x aussi qui divise fn. Donc tout diviseur commun de ces deux entiers est un diviseur commun de ces deux entiers. Donc on a bien l'égalité du PGCD. Alors maintenant, je vais prendre m entier strictement supérieur à n. Et je vais prendre la division euclidienne de m par n. Donc on a m, c'est q fois n plus r. Et je vais utiliser cette propriété. Donc je vais noter le PGCD comme ça de fn fr. Donc je le fais avec fn et fr. C'est le PGCD de fn et de fn plus r. Avec cette propriété-là. Je réitère. Donc vous voyez, on peut ajouter chaque fois. Hein. Donc je garde ici fn et je fais f de 2n plus r. Etc., etc., etc. Donc ça va faire fn et f3n plus r. Puis à un moment donné, ça va faire PGCD de fn, f de kqn plus r. Autrement dit, PGCD de fn, fm. Donc en fait, dans la division euclidienne de m par n, on en déduit que le PGCD de fn, fr, c'est le même que le PGCD de fm, fn. Bon. Donc je vais mettre cette relation, faire un peu le ménage, je vais rappeler cette relation et on va conclure. Maintenant, écrivons l'algorithme d'Euclide qui calcule le PGCD de m et de n. Donc m est supposé ici strictement plus grand que n, ou égal à n. Et je commence par la division euclidienne de m par n et je fais les divisions successives. Alors je vous rappelle quand on fait les divisions successives, le dernier reste non nul, c'est celui-ci, c'est le PGCD de m et de n. Donc ici le Rn qui intervient ici, c'est le PGCD de m et de n. Bon, mais appliquons ce qu'on a dit avec fm et fn. Donc on sait que si on a ça, le PGCD, je vais marquer comme ça, le PGCD de fm et fn, c'est le même que le PGCD, donc je mets des égalités ici, hein, égal, PGCD de fn, c'est ce qu'on a démontré, fr. Fn, fr, et on recommence. Donc ici, ça sera égal au PGCD de f Rn-1 f Rn-2 qui sera donc égal au PGCD de f ici Rn-1 f Rn-1 f Rn, et qui au final, si on écrit la dernière opération, qui sera égale au PGCD de f Rn, ici f0. Bien, on écrit que les PGCD, PGCD de ça et de ça, c'est le PGCD de ça et de ça. À chaque fois, on écrit les différentes égalités sur, cette fois-ci, f. Et f0, c'est 0. Donc ici, ça fait PGCD de FRN0, c'est FRN,
moins 1. Donc on obtient la formule suivante, c'est que le PGCD de FM Fn, c'est F de Rn. Et Rn, c'est le PGCD de N et de M. Donc c'est F PGCD de M et de N. Donc ça, c'est une relation quand même qui est vraiment intéressante sur les termes de la suite Fibonacci. Ça veut dire, par exemple, que quand M et N sont premiers entre eux, eh bien, Fm et Fn sont également premiers entre eux. Pourquoi? Parce que si M et N sont premiers entre eux, ici, ça fait 1. Donc ici, ça fait F1, et F1, c'est 1. Donc on a bien Fm et Fn qui sont premiers entre eux. Bon, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, toutes ces démonstrations, et encore, il y a une démonstration qui n'a pas été faite, mais ça résume bien un petit peu l'arithmétique. Moi, ça fait pas mal de connaissances sur l'arithmétique et également sur les matrices. Alors la suite de Fibonacci, elle a bien d'autres propriétés, hein. C'est vraiment d'une très très grande richesse. Si vous regardez en ligne, vous verrez, il y a pléthore de propriétés, des choses très intéressantes, très curieuses sur cette suite.